BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Toutes vos questions, toutes nos réponses, celles de nos expertes. D'ailleurs, aujourd'hui, que des expertes autour de ce plateau. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 13h. On va répondre à toutes ces situations qui posent question en entreprise, que vous soyez patron, salarié, indépendant, tout nous intéresse. Il suffit de connaître cette adresse. Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr pour nous écrire, mesdames et messieurs, vous avez aussi le droit. Et puis sur le live LinkedIn et le live sur X, ou le petit QR code si vous préférez, vous le scannez et vous posez toutes vos questions directement à nos expertes en direct. Exactement. Nos expertes aujourd'hui, Paul Beaufacombi, présidente de Rethink and Lead. Bonjour Paul, ravi de vous retrouver. À vos côtés, Élodie Gentina, professeure à l'IESEG School of Management. Bonjour Élodie. Blandine Mercier est avec nous également, cofondatrice et présidente de Hello Master. Bonjour Blandine. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans cette émission. C'est quoi Hello Master ? Alors Hello Master, c'est le premier réseau social pro dédié aux cadres et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. Voilà, donc on va se poser des questions de carrière, de management, de recrutement, de manque de candidature avec vous dans quelques instants. Marie Contant est notre avocate aujourd'hui, avocate associée au cabinet BG2V. Bonjour Marie. Sandra. Ravie de vous retrouver. Première question, Sofiane. Directement pour Élodie, la jeune génération aurait-elle un problème avec l'ambition ? Intéressant Élodie. Alors, je dirais pas forcément un problème avec l'ambition, mais en effet, les jeunes ne veulent plus forcément prendre des postes à responsabilité. Voilà, le middle management ou être manager demain. Alors pourquoi ? Parce que ils ont un autre rapport au travail, un rapport qui est plus affectif, moins rationnel. Ils souhaitent plutôt rechercher l'équilibre de vie. Et si je reprends les chiffres de la dernière étude de Robert Walters en septembre 2024, auprès de 3600 participants, c'est quand même intéressant, hein, j'ai mes chiffres, plus de 50% des jeunes professionnels déclarent ne pas vouloir assumer des fonctions de manager, parce que c'est trop fatigant, parce qu'il y a trop de responsabilités. Et c'est clair qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils voient aussi leurs managers galérer avec eux-mêmes, avec les jeunes, et ils se disent, si on veut une fonction de manager, on peut le faire, mais peut-être le faire autrement. C'est intéressant parce que ça montre d'une part le sens qu'on veut donner à sa carrière, mais ça montre aussi le rapport à l'argent là-dedans. Parce que qui dit ambition, poste plus élevé, dit aussi rémunération normalement qui suit. Ça veut dire qu'on a moins envie de gagner plus d'argent quand on est jeune aujourd'hui ? Non, alors la rémunération est toujours le critère numéro 1. Ça, c'est clair. Donc c'est contradictoire un petit peu. Ouais, alors c'est toujours le critère numéro 1, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ils recherchent aussi autre chose. Alors après, ça dépend aussi selon les jeunes et les types de milieux, la catégorie socio-professionnelle, etc. Mais c'est toujours le critère numéro 1, mais aujourd'hui, ils recherchent aussi d'autres choses, la quête de sens, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Enfin, il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu. Paul, votre avis sur la question ? Je pense qu'il y a une idée du management, une idée du profil qu'on recherche pour être manager. Et donc, je pense que les entreprises qui font évoluer ces cultures-là vers plus de confiance, plus de sens, ont plus de facilité à recruter, ont plus de facilité à aussi avoir des gens qui postulent pour des postes de management. Donc, je pense qu'il y a une image du leader ou du manager qui potentiellement attire moins les jeunes. Et puis, on oublie aussi qu'avoir des responsabilités, c'est pouvoir aussi agir sur la direction que prend l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à modérer. Je pense que si on voit le sens, l'ambition, c'est un mot qui peut faire peur. Si on parle d'influence, ça peut faire moins peur. Blandine ? Non, c'est une question très intéressante. Je pense effectivement que on observe une forme de crise des vocations managériales. Pour autant, je pense que ça traduit pas forcément un manque d'ambition. On peut avoir de l'impact dans l'entreprise sans forcément devenir manager. On a longtemps cru que la position de manager était une promotion dans l'entreprise, alors que c'est une compétence. Et il y a d'autres manières aujourd'hui de jouer sa partition dans l'écosystème de l'entreprise sans pour autant avoir des fonctions de manager. Est-ce que ça vient aussi du fait que ce poste de management n'est plus assez valorisé en entreprise ? Qu'on fait passer ça un peu pour... on te promeut, on ne met pas forcément énormément d'argent sur le poste, mais on te promeut. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là ou pas du tout, Élodie ? C'est clair, je pense qu'il faut valoriser davantage ce poste. Et comme vous l'avez dit, en fait, l'importance pour eux, c'est pas forcément avoir le poste, mais c'est la compétence. Ils sont plus dans ces objectifs de faire carrière.
Voilà, ils sont plutôt dans l'objectif de être compétents et aimer ce qu'on fait. Et ils veulent avoir de l'impact, non pas par le statut, voilà, le fait d'avoir le statut de manager, mais on peut avoir de l'impact en étant acteur dans l'entreprise, en étant protagoniste, en faisant partie, voilà, de collectifs de jeunes comme certaines boîtes le font. Et c'est clair qu'on parle beaucoup d'expérience collaborateur, hein, mais je pense que les entreprises doivent aussi prendre le temps de parler d'expérience manager, voilà, pour redonner aussi l'envie de devenir manager et montrer que voilà, on peut être manager, mais manager bienveillant, manager doté de soft skills, et que ça se passe bien. Et manager qui se forme en permanence. Je rappelle, à toutes fins utiles, qu'on a fait une magnifique émission lundi que vous pouvez revoir en podcast et en replay sur notre appli et notre site, les managers en crise. Paul. Et puis le management, ça s'apprend. Et derrière management aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi beaucoup les transformations. Et les transformations, en fait, ça s'accompagne. On dit qu'il y a 85% des managers qui disent qu'ils n'ont pas la formation pour accompagner les transformations et les changements. Et je pense que ça peut être aussi relié. La même formation, c'est l'entreprise qui doit la donner, mais c'est le manager aussi qui peut la demander quand on lui confie ce poste, évidemment. Dites-nous ce que vous en pensez. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. La question du jour. Orthographe calcule les compétences de base des salariés se perdent-elles? On en parle aujourd'hui à cause des mauvais résultats des élèves français dans les compétences de base, qui évidemment ne disparaissent pas à l'âge adulte comme par magie. Avec un tel handicap de départ, rien d'étonnant de voir les adultes montrer aussi de vraies carences dans tous les savoirs de base. Publiée mardi, la nouvelle enquête de l'OCDE sur les compétences des adultes compare 31 pays, enfin leurs habitants en tout cas, et on s'aperçoit que en lecture, plus d'un quart des répondants ne parviennent pas à faire mieux que comprendre des textes courts et organiser des listes lorsque l'information est clairement indiquée. La situation n'est pas plus réjouissante en calcul. 10% des Français se bornent à additionner et soustraire de petits nombres. On en est là. On vous a posé la question de savoir si vous avez l'impression qu'il y a un nivellement par le bas de ces compétences. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux. Patrice nous dit sur LinkedIn, il faudrait intégrer de l'amélioration continue. 1 jour de formation par semaine pour l'orthographe, pour le calcul, pour l'empathie aussi. Marie Nadia sur LinkedIn nous dit les bases de la grammaire et du vocabulaire ne sont pas bien acquises, bien avant les diplômes pour certains, mais visiblement ça n'a plus d'importance pour l'éducation nationale. Laure nous dit sur LinkedIn, le pire c'est quand les gens ne s'en indignent plus. Et enfin Sébastien nous dit, possible ou c'est potentiellement les conséquences d'une certaine époque. En revanche, d'autres compétences sont acquises comparées aux générations précédentes. Alors ça veut dire quoi? On est peut-être moins bon en lecture, en écriture, mais on a plus de savoir-être ou d'esprit critique. Élodie, vous qui observez les jeunes générations en école de commerce. Ouais, voilà, à la fois moi, alors je peux utiliser ma casquette de professeur avec mes étudiants et puis en même temps, voilà, de conférencière et de chercheur auprès de cette nouvelle génération. Ouais. Quand on parle du temps de lecture, on voit, le temps de lecture a été divisé par 10. En l'espace de 3 ans. Les jeunes qui ont entre 16 et 19 ans passent 19 minutes par jour à lire. Voilà. Et s'ils lisent, ce sont des mangas, des bandes dessinées. Donc derrière, il y a plein de relations aussi avec l'entreprise, on pourra en reparler. Donc c'est clair qu'au niveau des compétences par le livre, s'ils aiment lire, c'est des livres audio, on est sur l'audio, on est sur le podcast. Ils sont fâchés avec l'écriture, ils n'aiment pas trop le mail. On est plutôt sur la vidéo. Mais ils ont d'autres compétences. Ils ont des compétences plus accrues que les autres générations dans le domaine du digital, dans le domaine de la RSE, tout ce qui est l'écologie, l'environnement, la diversité, l'inclusion, et puis dans le domaine des langues étrangères. Ouais. Ouais, mais le salarié est en train de se transformer. Le salarié est en train de se transformer et les jeunes, quand on leur pose la question, mais tu crois encore en l'école? 10% des jeunes adolescents nous disent oui. Uniquement. Pourquoi? Ils ne croient plus en l'école parce qu'ils disent en fait, de toute façon, 65% des élèves de CE2 feront des métiers qui n'existent pas encore demain. À quoi ça sert l'école? À quoi ça sert d'avoir des compétences face à l'obsolescence des compétences dures? Peut-être qu'on peut aller sur des compétences soft skills, math skills, d'autres types de compétences. Plus le fait de savoir rechercher l'info et de toute façon d'avoir une réponse dans la minute qui suit à n'importe quelle question. Donc ils n'ont vraiment plus du tout le même rapport à l'apprentissage. Sofiane. Ce qui est intéressant dans cette étude, ce sont les conséquences directes sur l'emploi. Quand on regarde les chiffres, le quart des Français qui a le niveau de calcul le plus faible, eh bien finalement ne participe au marché du travail qu'à hauteur de 62%. Si on prend les 12% en revanche qui ont la note la plus élevée, eh bien ils sont 93% à être intégrés sur ce marché. Est-ce que ça devient en fait une barrière d'être en capacité de bien raisonner, de bien lire, de bien écrire? Paul?
Bonne question, on ne sait pas. Blandine? Quand on se parle de compétences, il y a aussi derrière la compétence la notion de pratique active. Donc moins on lit, moins on calcule, moins on sait le faire de manière automatique. Et on se parlait de formation aussi tout à l'heure. La formation continue, c'est un enjeu majeur dans nos carrières. Et ce, quel que soit notre âge. Alors bien sûr, l'entreprise va être le premier acteur de la formation continue. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est tous responsables de notre destin et qu'on est en capacité de s'entraîner dans des pratiques actives comme la lecture, comme le calcul, pour ne pas que ce soit des critères disqualifiants. On va là sur le rôle de l'entreprise. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise, Marie, de réapprendre à lire, de réapprendre la grammaire ou le calcul à ses salariés ? Alors, d'un point de vue strictement juridique, l'employeur a l'obligation de veiller à ce que le salarié conserve son employabilité et reste adapté aux exigences de son poste. Donc, si les exigences de son poste évoluent, l'employeur doit le former et faire en sorte qu'il soit adapté aux évolutions de son métier. Et donc, si son métier va lui demander de plus en plus d'écrire des mails, par exemple, alors qu'avant, il décrochait son téléphone, et qu'il n'a pas de compétences en orthographe, on peut très bien imaginer que l'employeur, là, dans ce cas de figure-là, soit tenu de mettre en œuvre une formation. J'étais passée sur une précédente émission avec quelqu'un qui du réseau Voltaire, je crois, qui promouvait ce type de formation, justement en entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser, qu'il faut mobiliser. C'est la compétence en orthographe, c'est une telle barrière. La perception des gens quand ils reçoivent un mail truffé de fautes d'orthographe ou la concordance des temps, on comprend même plus le sens de ce qu'a voulu exprimer la personne. C'est dramatique pour la personne qui l'envoie. Hein. Absolument. Sofiane. On passe à la boîte aux lettres parce qu'on vous a fait travailler aussi, Marie Contant. Vous avez planché sur un dossier. On va résumer les faits. Après 7 ans en CDI, c'est ce que nous dit cet auditeur anonyme, j'aimerais quitter mon entreprise pour me reconvertir. Après un accord de principe oral pour une rupture conventionnelle, mon employeur actuel a décidé de ne plus me l'accorder en l'état. Il refuse désormais de me payer les congés payés restants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, en fait, dans cette question, il y a deux sujets très intéressants. La première, qui est importante de rappeler, c'est que la rupture conventionnelle, c'est pas un droit. Ça coûte de l'argent à l'entreprise et donc on a souvent des salariés qui viennent voir leur employeur et qui disent moi ça fait 6 ans, 7 ans là dans le cas de figure, dans ce cas d'espèce, 7 ans j'ai pas démérité donc j'ai le droit à une rupture conventionnelle. Et ben non, le salarié qui veut partir, la voie naturelle c'est la démission. La rupture conventionnelle c'est la rupture d'un commun accord qui suppose un accord des parties. Donc bon, si l'employeur a pu l'envisager un moment et puis changer d'avis après, c'est strictement son droit. Et d'ailleurs, on le sait, la procédure de rupture conventionnelle commence par un délai de réflexion. C'est-à-dire qu'on signe l'accord et pendant 15 jours, les deux parties ont le droit de se rétracter. Donc, le droit de l'employeur, l'employeur peut dire non à une rupture conventionnelle et l'employeur peut l'envisager dans un moment et puis peut la refuser. C'est une négociation. C'est une négociation. Et le dernier point qui est intéressant dans la situation qui nous est soumise aujourd'hui, c'est qu'en fait l'employeur avait à un moment envisagé de dire d'accord, mais si je suis d'accord pour une rupture conventionnelle, je te paye pas tes congés payés. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Pour que la rupture conventionnelle soit valable, l'employeur est obligé de verser une indemnité de rupture conventionnelle minimale fixée par la loi ou la convention collective selon les cas. Donc là, la personne a 7 ans d'ancienneté, donc ça représente déjà un certain montant, ça dépend de son niveau de salaire, mais ça peut représenter un montant. Et je comprends que du coup, l'employeur dise je suis obligé de la verser, sinon la rupture conventionnelle ne sera pas homologuée et on ne pourra pas rompre le contrat de cette façon-là, mais en revanche, je te paye pas tes congés. Alors ça, c'est une pratique qu'on voit. C'est pas du tout licite, puisque si les congés sont dus, ils doivent être payés. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'empêche ensuite le salarié, une fois qu'il a obtenu sa rupture conventionnelle, de réclamer le paiement des congés payés, qu'il aura sans doute certaines facilités à... Enfin, il arrivera à prouver qu'il n'en a pas bénéficié. Donc... Vous pouvez continuer évidemment à nous écrire et continuer à poser des questions si vous avez besoin de précision, mais c'est vrai que c'est des moments où il faut aussi se faire accompagner parce qu'il y a beaucoup de questions juridiques comme ça et on n'a pas toutes les réponses évidemment. Sofiane. Une petite réaction de Franck qui nous écrit avec vous à bfmbusiness.fr. Vous dites que le management s'apprend. Perso, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut faire d'un âne un cheval de course ? Mauvais rapport avec son manager. Quelqu'un veut réagir ? Une certaine appétence, c'est sûr. Oui. Des responsabilités qui découlent du
du rôle de management. Donc il faut quand même effectivement une base et une appétence. Et sur la base de cette base et de l'appétence, on peut construire quelque chose. Non, mais finalement, on parle beaucoup des managers toxiques, mais il ressort de l'émission de lundi que finalement, les gens avaient quand même, dans la grande majorité, plutôt des bons rapports avec leurs managers, ce qui est quand même rassurant. De quoi on parle dans un instant, Sofiane? Bien de Gonzalve Bic. Son nom vous dit peut-être rien, mais son entreprise, si, c'est le directeur général de la marque du même nom. Il a annoncé son départ dans les mois à venir. C'est le petit-fils du fondateur, Marcel Bic. Le recrutement de son successeur va bientôt démarrer. C'est l'occasion pour nous de nous demander comment passer la main à l'extérieur quand on vient d'une entreprise familiale. Tous nos conseils dans un instant avec nos experts. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Toutes vos questions, toutes nos réponses, on est encore en direct ensemble jusqu'à 13h pour répondre à vos questions sur la vie en entreprise, que vous soyez patron, salarié, indépendant. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr, c'est l'adresse mail à laquelle nous écrire. Et puis il y a les lives sur LinkedIn et sur X et le petit QR code à scanner directement pour vous adresser aujourd'hui à nos 4 expertes qui vous répondent en direct. Marie Contant, avocate associée au cabinet BG2V, Elodie Gentina, professeure à l'IESEG School of Management, Blandine Mercier, cofondatrice et présidente d'Hello Master, et Paul Beaufacombi, présidente de Rethink and Lead, il y a un instant. On parlait de transmission. Et oui, car son départ marque un tournant historique dans l'histoire de l'entreprise. On parle de Gonzalve Bic, car depuis sa création en 1945, l'entreprise a toujours été présidée ou pilotée par un membre de la famille. Il fera partie d'un comité de succession créé par le conseil d'administration, mais il ne siégera plus directement au conseil. Il explique: afin de laisser à mon successeur toute liberté. On attend encore le nom du successeur, il y a tout un process qui va être mis en place. Mais on s'est demandé comment passer la main quand depuis 1945, toute la lignée et la descendance a tenu les rênes d'une entreprise. Qui veut répondre? Paul, Blandine. Moi, je veux bien commencer. C'est un enjeu majeur, la succession, que ce soit dans le cadre d'une cession d'entreprise, l'enjeu de la cession-reprise, et même la succession managériale dans une entreprise. Il y a plusieurs sujets, en fait, qui se cachent dans comment passer la main. Déjà, identifier quel est le besoin, identifier quelles vont être les compétences nécessaires pour la personne qui va succéder, et quel va être aussi le plan de transmission. Parce que ce serait illusoire de croire qu'il y a un homme providentiel, une femme providentielle, qui va reprendre la main d'une entreprise familiale, donc avec une empreinte très forte, un héritage très fort, certainement un ADN managérial aussi très fort, et que cette personne-là va pouvoir reprendre, sans une phase de transmission assez longue, un mandat qui est quand même important. Paul? Alors, je pense qu'il y a des questions de valeur très fortes dans les entreprises familiales, de culture. Et donc, du coup, pour avoir accompagné moi-même des transmissions comme ça, il y a besoin de voir vraiment, en fait, effectivement, qu'est-ce qui est important dans l'ADN et qu'est-ce qui est important de garder et qu'est-ce qui doit être renouvelé. Parce que lors d'un passage de témoin, c'est aussi peut-être une volonté de donner un souffle différent, une orientation différente. Et donc, du coup, il y a vraiment... il a été dit qu'il y a une volonté aussi de laisser l'espace. Donc ça, c'est une prise de conscience très, très forte. Et donc, du coup, comment préparer ce passage de témoin, effectivement? Comment voir dans l'ADN ce qui est vraiment important et qui doit se transmettre, et comment faciliter, effectivement, les choses. Et justement, comment trouver le curseur? Parce que là, en l'occurrence, Bic doit se réinventer, c'est ça qui est très compliqué. Les hommes ne sera peut-être plus tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'utilise pas forcément nos briquets dans les concerts, mais nos lumières de téléphone portable. Enfin, tout ça a des conséquences. On écrit peut-être moins avec des stylos qu'avec nos ordinateurs aujourd'hui. Ne pas renier le passé et en même temps marquer une vraie rupture pour essayer de faire des choix qui n'ont peut-être pas été faits jusqu'à présent. Comment se reposer la question, effectivement, des forces de l'entreprise. On a vu par exemple la Poste, le courrier qui déclinait beaucoup, et en fait l'ADN de la Poste, c'est la proximité, donc avec une réorientation derrière sur des métiers qui sont autour de cet ADN-là. Donc en fait, c'est retourner au cœur de ce
de la valeur ajoutée de l'entreprise et voir effectivement comment les talents de l'entreprise, comment le positionnement de l'entreprise permet de se distinguer sur un autre domaine. C'est un pari, parce que quand on voit à quel point toutes les familles agissent totalement différemment les unes des autres pour passer la main et faire cette transmission. Rupert Murdoch a essayé de passer ça à son aîné, Lachlan Murdoch, ça a raté, les 3 autres enfants ont dit non. Donc c'est vraiment quelque chose qui descend finalement de la stratégie, du droit, mais aussi de l'émotionnel. Et c'est très, 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 très compliqué d'organiser les successions de boîtes familiales. Je suis étonné, vous ne citez pas votre livre de chevet Succession. Là, évidemment. Saison 1 et 2, je vous les conseille. C'était une pépite absolument de Vanessa Schneider et de Raphaël Baquet. Effectivement, c'est ma grande passion. On continue, Sofiane. On prend vos réactions sur les réseaux sociaux et par mail, en l'occurrence. Atrea qui nous a écrit à l'adresse avec vous, @bfmbusiness.fr, pour nous dire: est-ce que les réseaux sociaux n'entravent pas la réalité du monde du travail, la culture du vide avec TikTok, où des gourous proposent de gagner de l'argent facilement? Élodie. C'est clair qu'il faut faire attention aux réseaux sociaux, aux fake news, etc. Et que les jeunes ont beaucoup de mal parfois à prendre du recul sur quelle est l'information qui est véridique ou non véridique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et c'est là, quand on parlait aussi, pour refaire le rebond avec la transmission, je pense que voilà, c'est de l'intergénérationnel. On a besoin des uns des autres pour justement comprendre, prendre le recul nécessaire. Les jeunes, quand ils ont quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils utilisent ce qu'on appelle le doom scrolling. Ça veut dire qu'en fait, ils ont accès à l'information hyper rapidement, et donc il y a même de l'éco-anxiété parce qu'en fait, ils ont du mal à prendre du recul sur l'information recherchée et ils l'avalent, et donc ils sont hyper éco-anxieux. Mais par contre, voilà, le manque de recul, le manque de mise en perspective, et moi je le vois avec mes étudiants, et de réflexion, c'est quelque chose qui doit vraiment être travaillé. Et là, ils ont besoin justement des autres, des plus anciens, pour leur apprendre à digérer l'information. Professeurs, managers, parents, c'est vrai qu'il faut absolument discuter des informations qu'ils ont en permanence sous les yeux. Sur la fin de la question, l'argent facile que peut promouvoir TikTok, est-ce qu'on voit un problème avec cette génération Z qui pense qu'en étant influenceur ou en faisant des petites missions, on peut gagner gros? Est-ce que ça crée une distorsion quand on arrive devant un recruteur qui nous propose un salaire qui ne correspond pas du tout? Non, mais ça c'est clair, ça peut créer une certaine distorsion. Et quand on reprend le dernier post de Welcome to the Jungle avec Adeline Pérez qui montre ça, non, moi j'ai 2 jobs, je veux autant à la fin du mois, et en plus je suis aussi influenceur sur TikTok. Voilà, ils cherchent à être en même temps salarié et en même temps freelanceur et donc youtubeur. Pour eux, l'argent facile, voilà, avant on cherchait un petit boulot et on bossait dans un petit resto, eux se disent même l'argent facile, je peux vendre des vêtements de mes parents sur Vinted directement derrière mon ordinateur, et donc je peux être micro-entrepreneur à la maison. C'est aussi encore, à nous aussi d'apprendre où sont les frontières, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et de toute façon on ne peut pas aller contre. On est obligé de faire avec et de travailler avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, mais leur apprendre davantage aussi à l'école à s'en servir. Pour se rassurer, on peut se dire aussi que ça fait partie des illusions aujourd'hui de la jeunesse, mais que effectivement, à l'épreuve de la réalité du travail, il y a un moment où on va devenir peut-être plus manager et moins influenceur. Il y en aura de toute façon davantage besoin. Ça va être une question mathématique. Sofiane. Une autre réaction de William qui nous écrit en direct pour nous dire: alors oui, les jeunes sont plus forts en ce qui concerne le digital, mais pour la présentation et la mise en forme, mais pour le fond, qu'en est-il ? Est-ce que c'est une vision de boomer, ça, ou est-ce qu'il y a de la réalité là-dedans? Non, c'est un peu vrai. Alors oui, on peut dire aussi attention, vision des boomers qui tendent à avoir beaucoup de stéréotypes et de représentations aussi sur les jeunes, comme les jeunes ont aussi des représentations et des stéréotypes sur les plus anciens. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais c'est clair qu'en fait, on vit dans une société de l'instantanéité. Les jeunes sont constamment avec leur ordinateur portable, même plus leur smartphone. On est dans l'ère du digital. Et donc, quand ils recherchent de l'information, ils ont accès à l'information à portée d'écran, à portée de clic. Voilà. Mais par contre, ils sont donc super forts pour créer des vidéos, pour les partager à un maximum de personnes, etc. Mais en effet, sur la forme, ça peut être bon. Sur le fond, c'est là que je vois moi aussi avec mes étudiants, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin d'aller en profondeur, ils ont besoin de prendre le temps d'eux. Et ils l'acceptent ? Ils l'acceptent si on leur explique, si on est dans la compréhension, si on est sur une posture de je suis prof comme manager, par exemple, je suis manager mais je suis le chef, je sais tout, et vous vous taisez, vous écoutez ce qu'on dit, ça marchera pas. Non, ça passe pas. Si par contre on est sur de la collaboration, de la coopération, on est sur de l'échange, et on explique et on leur fait comprendre, en général il n'y a pas de problème. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre adresse et les réseaux.
Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Une question pour Blandine, c'est Daniel qui nous dit « Je me demande à quoi va ressembler l'avenir du travail. Comment faire face à l'incertitude et rester compétitif dans un monde en constante évolution ?» Bon courage. Blandine. C'est déjà bien de se poser la question en première partie de carrière, parce que ça va permettre de mettre en place un certain nombre de plans pour envisager un peu plus sereinement sa seconde partie de carrière, parce que effectivement, l'avenir du monde du travail, il va être empreint de pas mal d'évolutions. On le voit, il y a des mutations technologiques, il y a des défis auxquels on va devoir faire face, et notamment, il va y avoir une temporalité qu'on va devoir gérer au quotidien, des défis court terme, puis des défis moyen terme, puis des défis long terme. Et il va falloir allouer des compétences stratégiques à chacun de ces défis. Donc la notion de compétence va être d'autant plus forte dans les organisations. Il va falloir avoir une lecture assez fine de ces compétences pour pouvoir se positionner sur les bons besoins au sein des organisations. Et ce que je pourrais conseiller à cette personne, c'est de rester apprenant. On en a beaucoup parlé, mais la formation continue, ça va être la clé pour pouvoir anticiper les différents bouleversements. Ça va être aussi la clé pour pouvoir se former aux nouveautés. On a parlé beaucoup de l'IA, ça reste un élément structurant aujourd'hui, mais les soft skills vont être aussi des ingrédients essentiels dans les organisations. Donc je pense que la bonne manière de faire est d'envisager sa carrière à l'aune d'un portefeuille d'activités, de compétences et de se nourrir de perspectives via la formation. Et de se parler aussi entre générations, on en parlait Exactement, tout à l'heure. exactement. Paul. Je pense qu'il y a une règle d'or, c'est s'engager. Parce que quand on s'engage, en fait, on apprend. Et il y a les compétences techniques, il y a les compétences relationnelles et soft skills, mais il y a surtout aussi tout ce qu'on apprend en regardant nos aînés, les plus jeunes. Et je pense qu'il faut se rappeler que Malraux il disait juger, c'est ne pas juger, c'est ne pas comprendre, car si on se comprenait, on ne pourrait plus juger. Et donc j'avais envie de rajouter ça par rapport à ce qui s'était dit juste avant. Je pense que l'apprentissage, c'est vraiment une ouverture aux autres. Et quand on est ouvert aux autres, on a envie d'apprendre. Et donc, du coup, on va aussi s'engager parce qu'on comprend que le monde évolue. Mais on fait partie aussi de la solution puisqu'on évolue avec lui et il évolue avec nous. Oui, et ne jamais se dire ça, je ne le ferai pas, ça, je ne le ferai jamais. Parce que là, c'est le début de la fin, on l'a déjà vu chez des collègues plus âgés. Et c'est vrai qu'il faut faire absolument attention et être toujours en position d'apprenant. C'est l'heure de notre coup de fil, Sofiane. Eh bien oui, on va se demander quel est le coût des conflits pour les entreprises. Ça a un coût, figurez-vous. On va donc parler de cette étude réalisée par Equanim Lamy et Liaison et qui le calcule. On en parle avec vous, Mathias Feckel. Bonjour, vous êtes avocat, ancien ministre et directeur général d'Equanim. Merci d'être avec nous. C'est la première fois qu'une telle étude est... Merci que cette étude est réalisée en France. Alors, 29 milliards, c'est le coût déboursé par les entreprises pour les frais de justice. Ça inclut tous les frais à l'intérieur ? Alors, bonjour et merci pour votre invitation. L'étude que nous présentons avec Equanim International et Lamy Liaison, la première du genre, effectivement, évalue à une trentaine de milliards le coût de la conflictualité économique dans notre pays. Ce n'est pas uniquement les frais de justice. Ça inclut, les frais de justice en font partie, mais ça inclut l'ensemble des coûts pour l'entreprise, les pertes de contrats, le temps que passent les personnels sur les procédures contentieuses, les procès à préparer. Donc c'est relativement large, même si un certain nombre de postes sont difficiles à évaluer. Tout ce que ça peut coûter lorsque vous êtes dans un contentieux, à la réputation de l'entreprise, à sa valorisation boursière, des motivations des équipes qui, au lieu d'être sur des projets, sont juste sur des contentieux. Et donc c'est l'ensemble de cela qu'on a voulu, nous, essayer de chiffrer avec le professeur Bruno Defins, qui est vraiment une des références en la matière, pour essayer d'établir les coûts directs et indirects que la conflictualité coûtait à notre économie. Et donc ces 30 milliards, c'est quand même plus d'1% de notre produit intérieur brut. Oui, on voit, et on le voit dans cette émission aussi, le nombre de décisions qui sont rendues quotidiennement, les jurisprudences. C'est incroyable parce que la justice prend de la place dans la vie des entreprises. Alors, vous l'avez dit, il y a ce coût de 29 milliards et puis toutes les pertes immatérielles, la perte de confiance, la réputation pour l'entreprise. Et le coût total, finalement, est considérable et puis peut avoir des conséquences sur des années, Mathias Feckel.
Vous avez tout à fait raison. Quand vous avez perdu la confiance avec un fournisseur, avec un donneur d'ordre, avec un sous-traitant, avec un partenaire de votre entreprise, c'est extrêmement compliqué à reconstruire. Et c'est quand même souvent très difficile d'avoir d'un côté un long procès et de l'autre côté de continuer à travailler sur des projets. Et les exemples comme ça sont infinis. Alors attention, il y a des moments où le procès est incontournable. Hein. Oui. Il y a des moments où il n'y a pas le choix. Quand vous avez de la mauvaise foi partout, quand vous avez des relations totalement dégradées, il peut être nécessaire d'aller devant les tribunaux. Mais il y a beaucoup d'autres cas où en réalité, il y a d'autres modes de règlement des différends qui sont beaucoup plus adaptés. Et bien sûr, notamment la médiation, parce qu'elles permettent de recréer un cadre pour le dialogue, de se mettre autour d'une table avec une médiatrice, un médiateur qui rapproche les points de vue et où on se dit les choses et après on essaye de construire une solution qui soit à la fois juridiquement, évidemment, en béton armé, mais qui renoue aussi de la confiance et qui permette aux entreprises ensuite d'aller de l'avant. Donc c'est ce qu'on essaye aussi d'établir avec cette étude, de dire que à chaque contentieux doit correspondre son mode de règlement des différends adapté et doit correspondre la bonne solution. Parfois c'est le procès, mais bien souvent c'est l'amiable. Oui, on en parle souvent de médiation dans cette émission à ce propos. Merci Mathias Fekl. Juste un mot, parce que je m'en voudrais de vous laisser partir sans ça. Vous étiez ministre de l'Intérieur en 2017 sous le gouvernement d'un certain Bernard Cazeneuve. Vous savez s'il est à nouveau en route pour Matignon ? Je n'en sais rien et si je le savais, je ne suis pas sûr que je vous le dirais. Ce qui est certain en revanche, c'est d'abord qu'il a absolument toutes les qualités pour jouer un rôle important et de premier plan. Et puis, ce qui est sûr aussi, c'est que notre période a besoin de beaucoup d'amiable et de médiation, y compris dans le champ politique. Mais c'est un autre sujet. Oui, effectivement, la médiation, ce serait une très bonne idée aussi. On évaluera peut-être un jour. On évaluera peut-être un jour le coût de la conflictualité pour notre pays, et y compris de la conflictualité politique. Nous, on s'est contenté pour l'instant de la conflictualité économique. Les entreprises le sentent bien en ce moment. Merci Mathias Fekl, avocat, ancien ministre, directeur général d'Equanim, de nous avoir détaillé cette étude. C'est intéressant, ces 29 milliards. Bon, évidemment, c'est un chiffre qui regroupe et qui concerne toutes les entreprises, mais c'est un coût énorme pour les structures, petites ou grandes, Marie. Non, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un contentieux, c'est un coût important. Et c'est ce que je dis très souvent à mes clients, c'est que quand ils me confient un dossier, on essaye en fait à chaque fois de voir s'il n'y a pas des solutions négociées possibles. Et je leur dis vraiment, c'est votre intérêt parce que c'est le prix de la tranquillité. C'est-à-dire on arrête de s'occuper du passé, on s'occupe de l'avenir. On est dans une stratégie plutôt de se tourner vers l'avenir plutôt que de régler le passé, d'aller faire toutes les archives de mails pour aller trouver des pièces, de demander des attestations, de remuer des anciens contentieux. Ça a un coût très important, c'est sûr. Je suis pas étonnée par ce chiffre-là. Alors, après, on peut se dire que ça fait pas de la publicité pour la profession d'avocat, mais en fait, vous n'avez pas de problème pour trouver du travail, les avocats en droit social, on est d'accord. En droit social, effectivement, on a toujours ce qu'il faut, mais en plus, c'est peut-être pas suffisamment connu, mais on a en tant qu'avocat ce devoir de conseil, et ce devoir de conseil, c'est de dire à nos clients ce qui est le mieux pour eux. Et quand on a un contentieux qui arrive, un dossier contentieux qui arrive chez nous, notre devoir de conseil fait qu'on doit rechercher avec nos clients le meilleur accord possible. C'est toujours leur intérêt. La solution aussi peut-être la moins onéreuse et puis qui va prendre surtout le moins de temps et qui aura le moins de conséquences immatérielles dont on parlait tout à l'heure. Oui, puis on est acteur de la solution. Ouais. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus facile de dire, ben voilà, j'ai pris cette décision parce qu'il y avait un certain nombre de paramètres que j'ai pris en compte et j'ai décidé, donc c'est ma décision, plutôt que se dire c'est un juge qui n'a finalement qu'une vision très partielle de la réalité, puisque le juge ne va se pencher que sur les pièces, et on sait très bien que dans une situation conflictuelle donnée, les pièces c'est 10% de l'ensemble des paramètres qui sont à l'origine du contentieux, et donc c'est ce juge avec les moyens qu'il a et en application de la règle de droit. Alors est-ce que la règle de droit est juste? Elle l'est pas toujours, finalement, confrontée à certaines situations, qui va aboutir à une solution qu'on maîtrise pas. Alors est-ce qu'il vaut pas mieux un accord où on a décidé, mesuré un risque
et voilà, dont on a eu la maîtrise. Sofiane. Eh bien justement, il y en a un qui visiblement a pris sa décision, puisqu'on apprend que Emmanuel Macron écourte sa visite en Pologne. Il va rentrer en début de soirée où il devrait vraisemblablement annoncer ce fameux nom de Premier ministre. Et on continue de parler de ce contexte compliqué politique et économique avec l'actu du jour et ces entreprises qui revoient les augmentations de salaire à la baisse. C'est l'une des nombreuses conséquences de cette incertitude. Les hausses risquent d'être encore moins généreuses que prévu. C'est ce qui ressort en tout cas des négociations annuelles qui ont débuté dans les entreprises. Selon les chiffres qu'on a dévoilés ce matin, Alixio table désormais sur une augmentation moyenne de 2,4% l'an prochain contre 2,7% prévu jusqu'ici. Pour le cabinet Deloitte, ce sera 2,5 contre 3,5 prévu il y a encore 2 mois. Donc on voit quand même la différence. Est-ce que ça s'annonce tendu dans les entreprises pour les négociations ? Qui veut répondre ? Je pense que ça remet encore plus le rôle du management en exergue, puisque quand on est dans un contexte comme ça où on ne peut plus jouer sur un levier facile, je mets les guillemets, ça repose la question de comment on engage les collaborateurs. Et donc du coup, il y a un triptyque, le sens, le cadre, la rémunération fait partie du cadre, et puis le lien. Donc en fait, c'est un équilibre toujours instable. Et donc on voit bien que là, les dirigeants, les managers ont vraiment un rôle à jouer et que ça va quand même aussi dans la tendance, ça va accélérer sûrement la tendance qu'accélérait déjà l'incertitude de la complexité. Ça nous portait vers plus de collaboration, vers plus d'implication, de participation des salariés aux décisions. Je pense qu'une manière de travailler différemment va aussi aider à peut-être ce que les collaborateurs comprennent, que dans une situation difficile, on peut poser le vrai sujet sur la table. Dans une situation difficile, tout le monde doit participer, doit faire sa part. Et je pense qu'il y a aussi le sens qu'on prend trop souvent. On ne lui accorde pas assez d'importance, et la culture managériale qui prend énormément de place aujourd'hui. Il va falloir être bon, parce qu'entre le Covid, l'inflation, les guerres en Ukraine, tous les ans, il y a une bonne raison de baisser les salaires et de trouver d'autres lignes dans le package pour faire plaisir. Mais enfin, à un moment, je veux dire, c'est aussi pour ça que l'entreprise n'est plus forcément si attractive. Élodie ? C'est clair, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la génération parfois coloniale, qui est face, en tout cas, cette génération Z à une société de multicrises économiques, financières, politiques, sociales, sociétales, morales, philosophiques même. Oui. C'est très compliqué pour eux. Et quand on parle, bien évidemment, que toutes les entreprises ont des difficultés, et cherchent à diminuer les salaires parce que les temps sont difficiles, on est sur la reconnaissance matérielle qui est très importante, c'est le critère numéro 1, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on est aussi beaucoup sur un autre type de reconnaissance, qui est la reconnaissance existentielle. Et c'est là que la jeunesse est en train de rechercher cette reconnaissance-là, la reconnaissance par l'humain, c'est-à-dire par un management de proximité, jouer sur la flexibilité des horaires, sur le télétravail, sur la proximité entre le temps de travail et le lieu d'habitation, sur l'équilibre de vie. Enfin, on peut jouer sur d'autres critères que la rémunération quand les entreprises sont face à ces difficultés. Blandine, le mot de la fin ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'on appréhende la rémunération au sens large, le package global. Donc ça passe évidemment par le salaire, mais ça passe aussi par les conditions de travail, par la place qu'on va donner à chacun dans son projet, et son projet au sens large, donc le projet au sein de l'entreprise, mais aussi son projet de vie, avec peut-être un peu plus de flexibilité sur certaines contraintes horaires. Ça peut être un avantage à mettre en avant dans certaines organisations. Oui, le contexte est compliqué. Il faut regarder un peu partout, travailler aussi toujours son employabilité. On en a parlé, se poser les bonnes questions. On parle de nos compétences. On répond à la question du jour. Sofiane. Orthographe, lecture, écriture, les compétences de base finalement se perdent-elles ? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. C'est assez tranché pour tout vous dire. On n'a jamais vu des résultats pareils. Entre 94 et 97% de oui, ça a été très très large, avec des témoignages qui vont tous dans le même sens et qui prétendent que oui, ces compétences se perdent, mais chez les autres évidemment. Oui, bien sûr, évidemment, toujours. On va demain parler de notre CV. Oui, de petits mensonges ou en tout cas des petits arrangements avec la vérité qu'on peut faire sur notre CV. Figurez-vous que selon une étude qu'on vous dévoilera demain, cela peut coûter jusqu'à une centaine de milliers d'euros par entreprise. Bah oui, faute d'avoir embauché des gens qui n'ont pas réellement ces bonnes compétences-là. Alors avez-vous déjà menti
sur votre CV? Oui, sur un détail? Oui, beaucoup ou non? Jamais de la vie. Vous répondez sur les réseaux sociaux honnêtement et à l'adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr et on en parle demain dans l'émission. Exactement, je vous laisserai entre les mains de Stéphane Nicolo et d'Annalisa Capellini pour cette émission demain. Merci beaucoup à nos expertes. J'aime bien dire ça, c'est pas tous les jours qu'on a 4 expertes comme ça. Paul Beaufacombi, Blandine Mercier, Elodie Gentina et Marie Contant. Merci à vous, mesdames, pour vos conseils et vos appréciations de ces différentes situations. Demain, donc l'émission, je me répète, à 14h aujourd'hui, spécial BCE. On attend évidemment ce qui va se passer pour cette réunion de la BCE, émission spéciale à 14h sur notre antenne. Et puis notre grand Raoult, on vous le dit tous les jours, les BFM Awards, 13 janvier prochain, la fête des entreprises G-32, ce sera le 13 janvier prochain. Vous voyez, on passera toute la soirée, même toute la journée au Grand Palais. Ce sera une magnifique journée à surtout ne pas manquer. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.